Je ne cherchais pas de mystère quand j'ai remarqué les fontaines pour la première fois. Tout a commencé avec une photographie, une de ces images sépia des années 1890, montrant une majestueuse fontaine publique à San Francisco, ornée, classique, construite comme un monument plutôt qu'un simple équipement. Le genre de structure qu'on s'attendrait à trouver devant un palais, pas au coin d'une rue offrant de l'eau gratuite à quiconque passait par là. Et c'est là que tout a basculé, parce qu'une fois que j'ai commencé à chercher ces fontaines, je les ai trouvées partout, pas seulement à San Francisco, pas seulement en Amérique, partout. Paris, Londres, Melbourne, Buenos Aires, Istanbul, Calcutta, ville après ville, continent après continent, toutes dotées de ces fontaines publiques élaborées qui sont apparues comme par enchantement au milieu et à la fin des années 1800, puis ont disparu tout aussi rapidement. Plus je creusais, moins la version officielle tenait la route. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai découvert. Entre 1850 et 1900 environ, des milliers et des milliers de fontaines publiques ornées sont apparues dans les villes du monde entier. Ce n'étaient pas de simples robinets ou des puits basiques, c'étaient des déclarations architecturales, granit sculpté, équipements en bronze, plusieurs bassins à différentes hauteurs, un pour les humains, un pour les chevaux, un pour les chiens. Des fioritures artistiques sans fonction pratique, inscriptions latines, colonnes classiques. Certaines atteignaient 4, 5, 6 mètres de haut. Le savoir-faire était extraordinaire. Ferronnerie complexe, pierres parfaitement ajustées, système hydraulique nécessitant une ingénierie de précision. Chacune unique, mais toutes adhérant à des principes esthétiques similaires. Et elles étaient gratuites. Cela soulève une question simple mais cruciale. Qui a payé pour tout cela? L'explication officielle veut que de riches philanthropes allaient financer ces fontaines par charité. Que des groupes comme la Metropolitan Drinking Fountain and Cat Trife Association à Londres ou des organisations similaires dans d'autres villes aient commandé ces structures élaborées par souci de santé publique et de bien-être animal. Mais l'explication officielle s'effondre ici, parce qu'on ne parle pas de quelques dizaines de fontaines, on parle de milliers. Rien qu'à Londres, plus de 800 fontaines sont apparues entre 1859 et 1879. 20 ans. 40 fontaines par an en moyenne. Et ce n'est qu'une seule ville. Multipliez ça par New York, Philadelphie, Boston, Chicago, puis Paris, Berlin, Vienne, Rome, puis Melbourne, Sydney, Le Cap, Bombay. Les chiffres deviennent vertigineux. Des dizaines de milliers de ces structures élaborées, toutes construites en l'espace de 50 ans, toutes financées soi-disant par des dons caritatifs, toutes nécessitant des artisans et ingénieurs qualifiés, toutes apparaissant dans des villes qui étaient censées tout juste commencer à comprendre l'infrastructure hydraulique moderne. Le problème de coordination devient impossible à ignorer. C'est là que ça devient plus étrange. Ces fontaines nécessitaient des systèmes d'eau, pas de simples puits, des approvisionnements municipaux pressurisés, tuyaux, pompes, réservoirs, filtration. L'infrastructure même qu'on nous dit être encore en développement durant cette période. J'ai trouvé des photographies de fontaines dans des territoires reculés, des villes minières du Nevada, des colonies pionnières en Australie, des avant-postes coloniaux en Inde, des endroits qui n'avaient officiellement même pas de route convenable, mais qui avaient même pourtant des fontaines publiques fonctionnelles, avec un débit constant, servant de l'eau fraîche gratuite à quiconque en avait besoin. Comment? Pas pourquoi, pas quand, pas sous quelle autorité municipale. Mais comment? Comment l'infrastructure est-elle arrivée là? Où sont les registres de qui a construit les conduites principales? Qui a maintenu les systèmes de pression? Qui a assuré la qualité de l'eau? Qui a payé pour le fonctionnement constant? La documentation est remarquablement rare. Ce que nous avons, ce sont plutôt des photographies. Des milliers de photographies montrant ces fontaines pleinement opérationnelles, entourées de gens les utilisant comme si elles avaient toujours été là. Pas de photos de construction,
Pas de cérémonie d'inauguration pour la plupart d'entre elles. Pas de registres municipaux détaillés de commissions de planification ou d'études d'ingénierie. Elles apparaissent simplement dans les archives historiques, déjà fonctionnelles. Et c'est la première impossibilité. Mais il y en a une deuxième encore plus troublante. Pourquoi l'eau? Je veux dire littéralement. Pourquoi cet âge d'or supposé de la philanthropie s'est-il concentré si intensément sur la fourniture gratuite d'eau publique? On nous dit que c'était pour la santé publique, pour prévenir les maladies, pour la tempérance, offrir de l'eau comme alternative à l'alcool. Mais la chronologie ne corrobore pas cela. Ces fontaines sont apparues avant que la théorie des germes ne soit largement acceptée, avant l'épidémiologie moderne, avant que la plupart des villes aient une réelle compréhension des maladies hydriques. Pourtant, quelqu'un a investi des ressources massives dans la création d'un réseau mondial de points de distribution d'eau gratuite, des décennies avant que la justification scientifique n'existe. Comment savait-il? Plus important encore, que savait-il sur l'eau que nous avons oubliée? Parce que ce n'étaient pas que des points de distribution. Les fontaines elles-mêmes comportaient souvent des éléments de conception mystérieux, des compositions minérales spécifiques dans la pierre, des alliages métalliques particuliers dans les équipements, des formes de bassins inhabituelles qui ne semblaient servir aucun but évident. J'ai trouvé des références dans de vieux textes à l'eau de certaines fontaines ayant des propriétés restauratrices ou des vertus particulières. Pas des affirmations mystiques, des observations pragmatiques. Les gens préféraient l'eau de fontaine spécifique et les villes maintenaient leur réputation. L'eau elle-même était-elle différente? Y avait-il quelque chose dans les matériaux utilisés dans ces fontaines qui affectait la qualité de l'eau d'une manière que nous ne comprenons plus? Plus je creusais, plus je réalisais. Nous ne savons pas. La connaissance a été perdue quand les fontaines ont été détruites. Et peut-être que c'était le but. Si vous avez apprécié cette enquête jusqu'ici, envisagez de vous abonner. Ces schémas ne se révèlent pas facilement et il y a beaucoup plus à découvrir. Laissez-moi vous poser une question. Quand avez-vous vu une de ces fontaines pour la dernière fois? Pas une fontaine moderne. Ces trucs stériles en acier inoxydable vissés au mur dans les écoles et les aéroports. Je parle d'une des anciennes. Les grands monuments publics à l'eau gratuite. Elles ont disparu. Presque toutes. Des milliers et des milliers de structures élaborées, construites pour durer des siècles, envolées en une génération. L'explication officielle est qu'elles ont été retirées pour des raisons d'hygiène, ou parce que les systèmes d'eau municipaux les ont rendues obsolètes, ou parce que les automobiles ont remplacé les chevaux et rendu les bassins pour animaux inutiles. Mais cette explication s'effondre quand on examine la chronologie. Ces fontaines n'ont pas progressivement disparu sur des décennies à mesure que les villes se modernisaient. Elles ont disparu rapidement, souvent entre 1910 et 1930. Des villes qui avaient comme maintenu des centaines de fontaines fonctionnelles pendant 50 ans les ont soudainement toutes arrachées en quelques années. Pourquoi cette hâte? Et voici la partie la plus étrange. Il n'y a presque aucune trace publique du processus de retrait. Pas de campagne de presse majeure. Pas de débat civique sur la préservation de ces monuments. Pas de société historique luttant pour les sauver. Ces projets publics massifs ont été démantelés et emportés, et les sources contemporaines le mentionnent à peine. C'est comme si toute une catégorie d'infrastructures publiques avait été délibérément effacée du paysage urbain, et tout le monde a simplement accepté. Plus je creusais, plus ce schéma d'oubli organisé se révélait. Je dois vous ramener aux fontaines elles-mêmes, parce qu'il y a quelque chose à leur sujet qui ne colle pas avec ce qu'on nous raconte de cette époque. La fin des années 1800, nous dit-on, était une période d'industrialisation rapide. Production de masse, standardisation. Tout l'intérêt de la révolution industrielle était l'efficacité, fabriquer les choses plus vite, moins cher, plus uniformément. Mais ces fontaines n'étaient pas produites en masse. Chacune était sur mesure, sculptée à la main, conceptions individuelles. J'ai trouvé des fontaines représentant la mythologie classique, Neptune,
nymphes aquatiques, dauphins. J'ai trouvé des designs gothiques avec gargouilles et arcs brisés. J'ai trouvé des motifs égyptiens complets avec hiéroglyphes. J'ai trouvé des motifs byzantins, des carreaux mauresques, des entrelacs celtiques. Cela représente une énorme diversité de savoir-faire qualifiés. D'où venaient tous ces tailleurs de pierre? Où ont-ils été formés? Comment les villes du monde entier avaient-elles simultanément accès à des artisans capables de sculpter des monuments de granit de 5 mètres? Les preuves suggèrent quelque chose de beaucoup plus vaste, parce qu'on ne parle pas seulement de compétences artistiques, on parle de connaissances techniques. Ces fontaines devaient gérer la pression de l'eau, elles nécessitaient des conceptions résistantes au gel dans les climats froids, elles requéraient des systèmes de drainage. La ferronnerie devait résister à la corrosion, la pierre devait être correctement scellée. Cela nécessitait une expertise d'ingénierie appliquée au niveau architectural, répétée des milliers de fois, sur des continents, par différents artisans qui comprenaient tous les mêmes principes. Pas une coïncidence, pas un développement parallèle, mais une connaissance coordonnée. Et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Voici ce qui m'a complètement embarqué dans cette voie. J'ai commencé à cartographier les fontaines. En utilisant de vieux annuaires de villes, des photographies historiques et des documents municipaux archivés, j'ai tracé où se trouvaient ces fontaines, et le schéma qui a émergé était impossible à écarter. Les fontaines n'étaient pas distribuées au hasard. Elles suivaient des motifs géométriques précis, des intervalles spécifiques, comme si quelqu'un avait planifié le réseau entier avant qu'une seule fontaine ne soit construite. À Londres, elles formaient des cercles concentriques rayonnants depuis certains points centraux. À Paris, elles s'alignaient le long de lignes de visée reliant des monuments majeurs. À New York, elles apparaissaient à intervalles réguliers, qui ne correspondaient mais pas aux îlots ou aux limites de propriété, mais à autre chose, quelque chose que je n'ai pas pu identifier. Cela soulève des questions dérangeantes. Si chaque fontaine était censément le cadeau indépendant de philanthropes individuels, pourquoi forment-elles collectivement des motifs géométriques cohérents? Comment les donateurs se sont-ils coordonnés pour combler les lacunes du réseau? Pourquoi se serait-il donné cette peine? L'explication officielle, qu'il s'agissait d'actes de charité improvisés, ne peut tout simplement pas rendre compte du schéma de distribution organisé. Cela suggère une planification, une coordination centrale, un système unifié. Et ce système semble avoir servi toutes les villes de la Terre, toutes en même temps, avant de disparaître complètement. C'est là que le mystère devient vraiment troublant. J'ai commencé à interroger les gens sur ces fontaines, historiens, urbanistes, professeurs d'architecture, ingénieurs municipaux. Des gens qui devraient connaître l'infrastructure publique significative de leur ville. Presque personne ne savait. Et quand je leur montrais les preuves, les photographies, les vieilles cartes, les archives, j'obtenais la même réponse encore et encore. Tiens, je ne savais pas ça. Comment est-ce possible? Comment toute une catégorie de monuments publics, des milliers de structures qui se sont dressées dans les villes pendant 50 ans, utilisées quotidiennement par des millions de personnes, peut-elle simplement disparaître de la mémoire collective? Ce n'était pas de l'histoire ancienne. Ces fontaines étaient encore debout quand nos grands-parents étaient enfants. Il devrait y avoir des histoires de famille, une mémoire institutionnelle, des marqueurs historiques. Au lieu de cela, silence. Le schéma se répète avec une précision troublante. Ville après ville, la même lacune dans les archives historiques, la même absence de documentation sur leur retrait, le même manque de discussion publique sur ce qui a été perdu. C'est comme si quelqu'un voulait que nous oublions que ces fontaines aient jamais existé. Et nous l'avons fait. Voici ce qui m'a empêché de dormir, la chronologie. Ces fontaines ne sont pas apparues au hasard au cours des années 1800. Elles sont apparues dans une fenêtre très spécifique, environ de 1850 à 1900. 50 ans. Et cette fenêtre coïncide avec autre chose qu'il est impossible d'ignorer. Les expositions universelles. Chicago. 1893. Paris.
1889. Philadelphie, 1876. Londres, 1851. Ville après ville accueillant ces expositions massives, présentant une architecture nouvelle qui avait l'air étrangement ancienne, classique, ornée, la même esthétique que les fontaines. Et voici où ça devient étrange. Beaucoup de ces foires présentaient des jeux d'eau élaborés, fontaines, cascades, systèmes hydrauliques, qui étaient censément des installations temporaires, construites en quelques mois, puis démolies immédiatement après. Mais et si elles n'étaient tout pas nouvelles, et si les foires exposaient ce qui existait déjà, et si elles étaient la dernière vitrine des capacités d'une civilisation précédente avant que tout soit démantelé? Le schéma suggère quelque chose de délibéré. Les fontaines apparaissent, les foires ont lieu, la photographie se répand, juste assez commune pour documenter ce qui existait, mais pas assez pour avoir documenté le processus de construction. Puis, en une génération, tout est démoli. C'est la fenêtre où la Tartarie disparaît des cartes, où le vieux monde devient le monde nouveau, où l'architecture classique est rebaptisée Revival Beaux-Arts, au lieu de ce qu'elle pourrait réellement être, des vestiges. Les fontaines sont apparues juste au moment de la transition, juste au moment où l'ancienne infrastructure était cataloguée et retirée, juste au moment où un nouveau récit historique était établi. Et la photographie, c'est la clé. Nous avons juste assez d'images pour savoir que ces fontaines existaient, mais pas assez pour comprendre d'où elles venaient. C'est le trou parfait. Les preuves ont été documentées juste avant d'être effacées, comme si quelqu'un savait que les générations futures poseraient des questions et voulait s'assurer qu'il y aurait juste assez de preuves pour nous hanter, mais jamais assez pour prouver quoi que ce soit. Une fois que vous voyez la chronologie, vous ne pouvez plus l'ignorer. Les preuves pointent vers plusieurs conclusions incontournables. Premièrement, quelqu'un a construit un réseau d'infrastructures hydrauliques mondiales au milieu des années 1800 qui était bien plus avancé et bien plus coordonné que l'histoire officielle ne le reconnaît. Deuxièmement, ce réseau nécessitait des connaissances techniques, une expertise d'ingénierie et une capacité organisationnelle qui n'auraient surtout pas dû exister à cette époque, pas à cette échelle, pas avec cette précision. Troisièmement, le système a été délibérément démantelé et son histoire a été délibérément occultée, pas perdue, pas oubliée par négligence, activement effacée. Pourquoi? À quoi servaient vraiment ces fontaines? Que faisaient-elles à part fournir de l'eau? Quelles connaissances représentaient-elles qui devaient être retirées de l'accès public? Et qui a coordonné à la fois leur création et leur destruction? Je reviens sans cesse à un détail qui me hante. Dans les photographies de ces fontaines, vous voyez souvent la même chose, des enfants. Des dizaines de photographies montrant des enfants rassemblés autour des fontaines, remplissant des tasses, jouant dans les jets, buvant librement. Ces structures étaient clairement aimées. Elles étaient tissées dans la vie quotidienne, elles servaient une fonction réelle que les gens appréciaient. Et puis elles ont été retirées, et nous avons tous oublié qu'elles aient jamais existé. Qu'avons-nous oublié d'autre? Quelle autre infrastructure existait que nous ne reconnaissons plus? Quelles autres capacités nos villes avaient-elles autrefois qui ont été effacées des archives? Parce que les fontaines ne sont que ce qui est visible sur les photographies. Qu'est-ce qui n'a pas été photographié? Qu'est-ce qui était si ordinaire, si omniprésent, que personne n'a pensé à le documenter avant que ça ne disparaisse? L'explication officielle s'effondre ici. Nous sommes censés croire que notre civilisation a suivi une trajectoire ascendante constante, que tout ne cesse de s'améliorer, de devenir plus avancé, plus sophistiqué. Mais et si ce n'était pas vrai? Et si nous avions perdu des choses importantes? Et si l'ère victorienne avait accès à des connaissances et des capacités que nous n'avons plus? Les fontaines suggèrent que oui. Je n'ai pas de réponse définitive. Je ne sais pas exactement qui a construit ce réseau ou comment ils l'ont fait ou pourquoi il a été détruit. Mais je sais que l'histoire officielle ne tient pas debout. Sans jeu de mots,
Je sais que des milliers de fontaines publiques élaborées, représentant des millions d'heures de travail qualifié et des quantités incalculables de ressources, sont apparues à travers le monde en l'espace de 50 ans. Je sais qu'elles nécessitaient une infrastructure qui n'était censée pas encore exister. Je sais qu'elles suivaient des schémas organisés suggérant une planification centrale. Je sais qu'elles ont été démantelées rapidement et que leur histoire a été supprimée. Et je sais que nous ne sommes pas censés poser ces questions, mais je les pose quand même. Qui a construit les fontaines de Tartarie? D'où venait la connaissance? Que faisaient réellement ces structures? Et surtout, qu'est-ce qui d'autre nous a été retiré quand elles ont été détruites? Les fontaines ont disparu. Les artisans qui les ont construites ont disparu. L'infrastructure qui les alimentait a disparu. Les archives sont rares, voire inexistantes, mais les photographies demeurent. Et une fois que vous voyez le schéma, vous ne pouvez plus l'ignorer. Quelque chose était là, quelque chose de sophistiqué, quelque chose de mondial, quelque chose qui fournissait de l'eau propre gratuite à chaque ville de la Terre, abritée dans des monuments construits pour durer éternellement. Et puis tout a été effacé. La question n'est pas de savoir si cela s'est produit. Les preuves sont accablantes. La question est, de quoi d'autre ne nous souvenons-nous pas? Quels autres dons nous ont été retirés pendant que nous ne faisions pas attention? Et qui a profité de nous faire oublier? Je n'attends pas de réponse. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Mais je sais que chaque fois que je passe devant une fontaine moderne, ce triste petit équipement en acier inoxydable vissé à un mur, je pense à ce que nous avons perdu. Et je me demande quoi d'autre se cache à la vue de tous, attendant que quelqu'un pose les bonnes questions. Les fontaines essaient de nous dire quelque chose sur la connaissance perdue, sur l'effacement coordonné, sur un monde qui était différent de ce qu'on nous a raconté. Tout ce que nous avons à faire, c'est regarder. Et une fois que nous commençons à regarder, vraiment regarder, le monde que nos ancêtres ont construit et le monde que nous avons hérité, eh bien, c'est là que les choses deviennent intéressantes.